Faites du bruit pour Lorenzo, le plus grand galeriste de ce temps. Comme disait Michelangelo, il est toujours un petit peu en retard parce qu'il a toujours quelque chose à vendre sur le chemin. Voilà. J'ai dit, il va arriver plus tard parce qu'il est en train de vendre des tableaux. Ouais. Voilà. Au moins, il essaye. Voilà. Non, c'est pour un peu s'amuser, hein, mais Ben oui. Maintenant, on devient plus sérieux. Bah, après 3 conférences extraordinaires, on peut peut-être un peu s'ennuyer aujourd'hui et plomber un peu l'atmosphère. Voilà. Alors, ça marche comment? Il y a une première question. Le Michelangelo, est-ce que je peux vous lire un document? J'ai préparé une performance. Oui. Alors, sans marteau et sans masse. Voilà, je propose de me lancer, parce que je lis très mal. Parler à nouveau de Picasso est utile, car je constate que très peu de gens l'ont compris. Ils en ont entendu parler sans le découvrir. Picasso, les autres artistes sont obligés de travailler un peu pour le suivre et de faire quelque chose de semblable à leur tour dans l'espoir de les rattraper, en reprenant les styles. Je continue un petit peu plus loin. Il est artiste car ceux qui vivent pour créer sont les artistes. Sa recherche est insatiable. Il purifie peut-être le style dans l'intersection avec la décoration. Il a tout dit. Il y aurait beaucoup plus d'artistes et moins de peintres si chacun savait se sacrifier pour être. Michelangelo Olivero, 18 ans. Voilà, c'est une lettre que Michelangelo a écrite à 18 ans, et on pourrait presque passer l'heure à la décrypter. Toute l'analyse de Picasso est là. Je regrette de ne pas l'avoir eu il y a 7 ans, parce que, cher Michelangelo, moi, on me nomme pour fermer les bâtiments et pour faire des travaux. Voilà, donc j'ai beaucoup de mal. Là, j'essaye de fermer le centre Pompidou, je n'y arrive pas. Et juste avant d'arriver ce matin, j'ai croisé Lorenzo et son épouse. Il y avait le feu au centre Pompidou. Je me suis dit que c'était une bonne idée pour venir. Donc, on a éteint le feu, mais je n'ai pas encore réussi à fermer le centre Pompidou. On a dû le rouvrir. Et donc, j'aurais aimé avoir cette lettre il y a 7 ans, parce que votre analyse de Picasso, tout est dit. Picasso, en ce moment, il y a un peu de Picasso bashing, mais au fond, il survivra à nous tous, comme vous, parce que, comme vous le dites très bien là-dedans, il n'y a aucune répétition chez le maître. Il est toujours en révolution, toujours dans l'action, toujours dans tout sauf l'imitation. Bref, voilà. J'étais un peu long, mais peut-être qu'on y reviendra, mais je crois que cette lettre, elle est éblouissante, parce que quand on voit aujourd'hui le niveau de nos lycéens à 18 ans, je ne sais pas ce qu'il en est en Italie, mais imaginez cette analyse de l'œuvre de Picasso par un... Je ne sais pas, vous étiez étudiant à l'époque ou... J'avais commencé à connaître l'art moderne, parce que mon père était peintre, traditionnel, très, très réaliste. Et il n'a pas voulu que je fasse l'académie, parce qu'il pensait que c'était la ruine de l'art. Hein. Mon père même disait ça. Mais ma mère m'a inscrit dans une école de publicité de quelqu'un qui était très bon publicitaire. Et il a dit, il faut connaître l'art moderne avant tout. Et après, on commence à parler de publicité. On parle du monde. Bon, j'ai dit, bon, je suis mis tout de suite à regarder ce qui c'était. C'est pas que j'étais ignorant. Je voyais les journaux, donc je connaissais, mais j'étais tenu à distance de la part de mon père. Mais tout de suite, j'étais dans l'art moderne. Et justement, Picasso, c'était quelqu'un qui m'a tout de suite pris totalement, dans le sens de la liberté totale, le sens de la liberté. C'était le fait qu'il y avait un système dans le passé qui était celui de la convention, la conventionnalité. Là, il y avait une base de conventionnalité, que c'était celle de reproduire la réalité dans notre culture occidentale. Et on voit la perspective de Pier della Francesca ici, c'est basé sur la figure humaine, la figure de l'espace, la figure des objets, qui devient perspective, qui devient
un projet mathématique du futur et qui arrive à la photo. La photo est la conclusion de ce voyage qui fait que ce n'est plus nécessaire de peindre. Ce n'est plus nécessaire. C'est la photo qui prend la place de peintre. Alors Picasso, tout de suite, dit non, ce n'est pas nécessaire de reproduire la réalité telle qu'elle est. Non, mais on peut faire éclater la photo. On prend la photo, on la détruit, on la recompose autrement. Et ça, c'était le cubisme, non? Mais moi, étant jeune à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait une liberté vis-à-vis. Ce n'était pas la destruction de l'image, c'était l'image qui tournait vers quelque chose qui n'avait jamais été, qui était l'éclatement total. C'est la recomposition dans la totalité, dans la décomposition. C'était vrai, la œuvre qui est composée dans la décomposition. C'est ça. Mais moi, je peux raconter et en parler aujourd'hui. La chose que j'ai eue comme sensation, ce que j'ai écrit à ce moment-là, et je voyais comment il travaillait, il avait déjà travaillé. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas vivre sans travailler, sans faire que sa vie devienne une action artistique. C'est ça, j'ai dit, ça c'est un exemple de comment il faut penser que l'artiste doit être. Et il faut faire attention pour ne pas copier en quelque chose qui a déjà été inventé. Parce que lui, il invente, il ne copie pas. Alors, c'est faux. Si tu veux faire Picasso, tu copies, alors ça ne marche pas. Et ça est devenu très important pour moi de savoir que je ne devais pas copier quelque chose qui avait été fait. Ça n'aurait pas été nouveau. Moi, je devais apprendre de Picasso de faire quelque chose qui n'avait jamais existé. C'est ça. Et c'est pour ça que je suis arrivé à penser que ce qui s'est passé après Picasso, c'est qu'on est arrivé à l'expression personnalisée, individualisée, de façon que l'artiste faisait son signe. La liberté était venue au point que chacun faisait son signe personnel et ce signe était absolu. Mais bon, moi, c'est la liberté d'exclure tout pour faire sortir moi-même. Mais moi, je peux le faire, mais si je fais ça, je fais mon signe, je copie quelqu'un qui fait son signe. Alors, je dois changer le système, pas seulement la façon de faire l'art. Le système doit changer. Et comment je le change? Je le change en faisant que je me reconnais dans mon signe. Mais quel est mon signe? Je dois le découvrir. Ce n'est pas que je peux le fabriquer. Si je le fabrique, je copie. Alors, il faut le découvrir. La découverte venait du fait qu'en ayant été étudiant de mon père, il m'avait montré comment faire mon autoportrait. J'ai dit, peut-être, l'autoportrait, c'est important, parce que c'est là que je suis sûr que j'existe. Je me vois dans le miroir. Là ce n'est pas inventé par moi, mais j'existe. Donc, puisque j'existe, pourquoi j'existe? Pour quelle raison j'existe? Pour faire de l'art? Bien. Et alors, il faut me faire sortir du miroir le phénomène que je vais produire comme perspective de l'art que je vais faire. C'est à travers l'autoportrait que j'ai travaillé tout ce qui était fait jusqu'à ce présent-là, c'était l'élaboration de la matière. C'était la matière qui devenait de plus évidente. Même les objets même étaient mis sur la toile. Il y avait des artistes comme Fautrier, par exemple, qui faisaient monter la crème sur la toile. Alors j'ai dit, il faut faire le contraire. J'ai frotté jusqu'à quand la matière est disparue. Est tellement disparue qu'elle est devenue réfléchissante et donc a commencé à prendre en elle-même tout ce qui existe.
Et alors, c'est que la toile même est devenue tableau miroir. Ce n'est pas que j'ai utilisé le miroir comme objet trouvé, parce que c'est la toile trouvée, c'est la peinture qui a été toujours trouvée dans le temps. C'est la peinture que j'ai continuée, parce que c'est le premier tableau miroir, c'est du noir, je pourrais dire tableau mire-noir. C'était la toile peinte en noir, en fond noir, avec beaucoup de vernis, et qui a commencé à devenir brillant. C'est du moment que j'ai commencé à peindre ma figure sur ce brillant que j'ai vu, ce n'était pas seulement brillant, c'était figuratif. La peinture est devenue figuration par elle-même, sans que je ne fasse rien. Donc c'est la phénoménologie de l'existant. Mon travail devient phénoménologique, devient scientifique. C'est quelque chose que je ne dis plus, moi, au tableau, qu'est-ce que je suis ou qu'est-ce que je veux être. C'est le tableau qui me dit qui je suis et qu'est-ce que je peux être. C'est le tableau même. C'est-à-dire, elle est là. Mais il faut l'étudier. Il faut aller dedans. Et il faut aller dedans en voyant que comme artiste, je ne suis plus seul dans l'œuvre, mais tout le monde est là. Le spectateur devient partie de l'œuvre. La perspective devient une perspective qui nous montre pas seulement qu'il y a un chemin qui marche en avant, mais il y a un chemin qui marche en avant en regardant en arrière. Donc c'est la perspective qui se double. Ce n'est plus la perspective de la Renaissance qui fait marcher tout dehors de la fenêtre. Au-delà, le spectateur n'est pas présent, l'artiste n'est pas présent. Même dans le grand vitre de Duchamp, Duchamp n'est pas présent, le spectateur n'est pas présent, parce que tu t'exclus et tu regardes, mais tu exclus. Donc le phénomène du temps qui fait que tu vois que tu es dans un temps et un espace dans lequel plus tu vas loin dans la réalité, plus tu t'enfonces dans la vision de la réalité. Donc, c'est un changement de perspective total. Total. Et c'est ça que je veux, qu'on puisse comprendre ce passage, parce que ça rend possible pour moi aussi de faire que la perspective nouvelle est celle de regarder le monde à l'intérieur et pas seulement comme phénomène de l'art qui marche à côté comme récréation du monde. Non, pas un moment de récréation dans le sens que tu es fatigué de la journée et tu vas t'occuper de l'art. C'est récréation, recréer le monde. Pas seulement la récréation dans le sens que tu sors du monde pour faire de l'art. Recréer le monde à travers la capacité de créer, qui est une capacité de tout le monde, de voir comment tout le monde peut s'en occuper. Déjà 1000 questions presque, parce que je m'en doutais, c'est un coup piège de Lorenzo. Il parle de conversation, mais en fait, on est là déjà à voir vos paroles. On le sent par la qualité du silence de l'auditoire. Vous savez, c'est comme les bons repas. Vous savez, quand les fourchettes et les couteaux se posent, et hop, on est déjà fasciné. Mais déjà, rien que dès le départ, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote par rapport au début de votre intervention. Le père de Picasso était artiste, peintre. Et il y a eu exactement le même débat. Et pour en revenir à Duchamp... Et bon peintre. Très bon. C'est le regardeur qui fait l'œuvre, et en vous écoutant, je pensais à l'institution publique que je représente un tout petit peu, c'est comment on se trompe toujours, et comment, au contraire, vous, dès 18 ans, vous étiez dans le juste. Je vous raconte juste une histoire comme cela. La première œuvre de Picasso à être achetée par l'État, c'est 1933, c'est-à-dire 52 ans, voilà, 52 ans après la naissance de l'artiste. Et c'était une œuvre de 1901. Donc vous voyez le décalage. Et donc vous, c'est pour ça que je citais 33, puisque c'est une année qui est évidemment importante dans votre œuvre, mais voilà, on est toujours en décalage. Et je crois que ce que vous dites merveilleusement dans la lettre et que vous venez de redire, c'est qu'au fond, être artiste, c'est pas un métier,
c'est quelque chose de totalement différent. Et là où vous insistez énormément, c'est comment être révolutionnaire. Et ça, je ne sais pas si c'est une vision moderne, puisque vous insistez beaucoup sur le moderne, mais j'aimerais vous entendre sur ce sujet, c'est comment, au final, on arrive toujours à renverser la table. C'est-à-dire Picasso, on l'a parfois caricaturé par ses périodes, même s'il y a une grande continuité aussi, mais comment, à un moment, et on peut même l'évoquer pour aujourd'hui, puisque je crois que notre conversation va faire partie d'une de vos nouvelles œuvres, comment, encore aujourd'hui, vous êtes là tous les matins, vous réveillez, et il faut changer le monde. C'est quand même pas facile, surtout dans le monde dans lequel on est. Vous savez à quelle heure? À 5 heures le matin. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. À 5 heures le matin. Voilà. Presque. Peut-être racontez-nous une journée de votre travail, comment ça se passe. Donc 5 heures du matin. 5 heures, je vais dormir le soir, bien sûr. Tard ou pas? Parce que Picasso travaillait tard le soir. Vers midi. Minuit. Minuit. Lapsus. Minuit, 1 heure, comme ça. Mais toujours, je vais coucher avec tous les problèmes de ce qui était là jusqu'à ce moment-là. Voilà. Mais je sais que demain, je dois continuer. Et j'ai des problèmes devant moi. Je vais coucher et à 5 heures, je me réveille et... Oh, waouh, quelle idée! Mais... demain, oui, on ne peut pas l'oublier, c'est tellement clair. Si je ne me lève pas et je ne me mets pas devant un morceau de papier pour prendre, ou bien pour l'écrire ou pour faire un dessin, le jour après, je ne me l'appelle plus. Après 2 heures ou 3 heures, c'est fini. Tu t'endors, parce que je me rendors de nouveau, une petite heure. Hein. Et là, je reste, je me réveille et je prends ces petits morceaux et je commence à travailler dessus. Et ça, ça continue. Mais après, avec Città dell'Arte maintenant, il y a des dizaines et dizaines de personnes qui travaillent là, tous ensemble. Et je ne suis pas seul, parce que tout le monde fait plus ou moins, pas qu'il se réveille à 5 heures le matin, mais les problèmes se multiplient. Et moi, je rentre, j'écris, je fais des livres. L'écriture est devenue très importante pour moi. Là, vous voyez que j'avais déjà l'envie d'écrire. Donc, la forme et l'écriture, pour moi, vont toujours ensemble. Le dernier livre, c'est le livre de la création, la formule de la création. Est-ce qu'il y a un temps dans la journée où vous souhaitez être isolé, ou est-ce que c'est un processus permanent comme finalement le signe. Je peux pas passer 1 heure sans travailler, même si je me mets là comme ça, je travaille, après je vais faire, je vais lire, je vais écrire, je vais faire des dessins, je peux pas m'arrêter. C'est pour ça que je me retrouve avec l'esprit de Picasso. L'art recommence chaque jour. Est-ce que vous avez un jour... Chaque jour, l'art recommence. Est-ce que vous avez un jour estimé le nombre d'œuvres que vous avez réalisées? Parce que vous savez que c'est un des grands mystères de l'œuvre de Picasso. On n'a pas de catalogue raisonné définitif, il est encore en cours. Voilà. On estime à environ 50 000 œuvres. Ce qui fait que 50 000. Ce qui fait que si on divise par le nombre, puisqu'il a commencé à dessiner, il disait à 5 ans, je dessinais comme Raphaël. Il m'a fallu 10 ans pour apprendre à dessiner comme un enfant. Mais au final, ça fait pratiquement 2 ou 3 œuvres par jour, de tout type. Dessin, photos, sculpture, parce qu'on oublie le Picasso photographe, qui a été redécouvert. Ça rejoint notre conversation de tout à l'heure. Mais vous estimez à combien? Plusieurs milliers d'œuvres que vous avez réalisées au cours de votre... Moi, je ne sais pas, parce que... ça ne vous intéresse pas, peut-être, d'ailleurs. Je peux dire qu'il y a des œuvres qui sont figées sur des toiles, figées sur des objets. Mais beaucoup d'activités n'est pas classifiable physiquement, pratiquement, parce que quand j'ai ouvert mon studio, je suis sorti dans la rue pour faire des actions. J'ai créé le zoo. Le zoo sont les animaux. Chaque animal représente un langage pictural ou
ou bien théâtrale, ou musicale, ou de poésie. Tous les arts sont des animaux différents que j'ai mis dans le zoo pour sortir de la cage de zoo pour sortir, et aller dans la rue. On ne peut pas classifier et dire ça c'est une œuvre, ça c'est une œuvre. Pour moi, l'œuvre est devenue fluide. C'est une fluidité. Qu'est-ce que c'est Città dell'Arte, par exemple? C'est une œuvre, c'est une ville. En bas, vous avez 1 kilomètre de maisons de toute dimension. Mais là, qu'est-ce qui est né là? La formule du troisième paradis. Qu'est-ce que c'est le troisième paradis? Le paradis naturel, le premier. Paradis artificiel, deuxième. Maintenant, les deux magnifiques paradis se font la guerre. Un détruit l'autre. Le deuxième détruit le premier. C'est quelque chose que ce n'est pas un problème pour la nature, mais c'est un problème pour les êtres humains. Pour la nature, la terre devient un rocher, ce n'est pas un problème. C'est nous le problème, parce que nous n'avons plus de place pour vivre. Donc, c'est un problème que j'ai vu comme nécessité d'arriver à un équilibre, arriver à quelque chose qui est comme une harmonie, harmoniser la société, harmoniser. Et harmoniser, ça ne veut pas dire faire la guerre, c'est justement essayer d'éliminer le phénomène quand quelqu'un va tuer quelqu'un d'autre. Ça, c'est la guerre. En même temps, vous êtes dans l'harmonie, toute votre œuvre le montre, mais vous êtes aussi un artiste de la destruction, un artiste de la rupture. La rupture, notamment dans vos performances. Absolument, la rupture du miroir. Qu'est-ce que c'est? Le miroir est tout possible. Tout possible. Chaque individu qui existe est un morceau de ce miroir. Quand le miroir éclate, n'éclate pas seulement le virtuel, éclate le physique. Le physique, il faut un élément physique pour l'éclater. Autrement, le virtuel, tu ne l'éclates pas. N'a pas de consistance. Mais le miroir a une consistance. Donc, les êtres humains sont des morceaux de miroir, sont des corps avec une consistance et un côté virtuel qui est la tête. Alors, chaque morceau est un individu, ou bien peut-être une zone de la société. Mais nous sommes tous morceaux d'un grand miroir. Mais ce sont des morceaux vivants de miroir. Donc, au fond, le monde est œuvre pour vous, c'est-à-dire à tout moment, oui, oui. Très proche aussi de Marcel Duchamp, d'une espèce de logique où vous ne voulez pas cantonner l'œuvre à un médium, vous ne voulez pas cantonner l'œuvre à un espace, et que vous êtes dans un flux permanent. Oui, oui. Voilà. Mais il faut toujours trouver le contre-réel, le contre-physique qui est virtuel. Sans le virtuel, vous n'avez pas la vision de physique. Donc, vous êtes nature. Mais nous ne sommes plus seulement nature. Nous sommes nature avec une pensée. C'est la nature qui pense. Peut-être la nature a sa façon de penser. Sa façon de penser qui est inclus dans le système naturel. Mais nous, on reproduit le système naturel et on a créé une façon de se voir exister. La nature existe. Nous, on se voit exister. C'est ça formidable. Ça, c'est la merveille de l'être humain. La merveille de l'être humain, c'est un passage de l'évolution de l'univers qui est parti et se fabrique en se détruisant. Chaque chose qui se passe, c'était possible. Mais du moment que devient réel, se réalise, devient impossible de se refaire. Donc, il y a une destruction, construction perpétuelle dans la nature. Et pour moi, là, c'est de copier la nature. Mais de copier, c'est pour donner à la nature, dans le temps de son développement de l'univers, on est arrivé au moment humain, et qui n'est pas partout. Est ici sur la Terre. Je ne sais pas s'il y a d'autres planètes, mais sur la Terre, ça c'est sûr.
Donc, c'est le refroidissement de ce qui était la chaleur de tout ce qui se passe dans l'univers qui permet que quelque chose se passe de façon que nous, on peut entendre ce que nous faisons, entendre ce que nous sommes. La nature commence à comprendre. L'univers se voit à travers nous-mêmes. C'est formidable. Bah, pour vous, l'homme du miroir, effectivement, Oui, c'est une mise en abîme totale. C'est ça. Et donc, pour revenir à cette énergie et cette journée, est-ce qu'il y a des moments dans la journée où vous vous dites, tiens, là, c'est différent, là, il y a un instant de création, pour parler de manière un peu prétentieuse, un kairos, ou est-ce que vous êtes dans une espèce d'attente, au final, de cette rencontre, un petit peu comme deux silex qui vont faire des étincelles? Vous voyez, ce que je répète toujours ça, que je n'ai rien inventé, j'utilise ce que l'humanité invente, qui a inventé est en train de le faire. Parce que, par exemple, je n'ai pas inventé le miroir. Le miroir existe depuis quand ils ont compris que ça pouvait... Le miroir noir, le miroir d'obsidienne. Oui, le miroir noir, le miroir. Ce n'est pas inventé le miroir. En effet, les premières peintures sont les peintures noires de quelque chose qui a été fait en frottant le marbre noir. Après, ils ont inventé le métal, inventé la glace, mais la glace se casse. Et en plus, je ne peux pas faire un tableau miroir avec le vitre parce que l'argent est mis derrière pour faire la réflexion dans le vitre. Et alors, il y a une distance de la figure que je mets et les figures que se reflètent. Donc, ne vont pas ensemble. Donc, j'ai dû utiliser du métal qui me permet justement d'avoir la même surface pour ma figure et pour les figures réelles de la réflexion. Ah oui, ça c'est passionnant. C'est-à-dire que vous avez voulu presque détruire l'inframince. C'est-à-dire que vous avez voulu rapprocher les surfaces. C'est possible. C'est pour ça que le reflet devient peinture. La peinture fait partie du reflet. C'est la même. C'est sur la même surface. C'est sur la même surface que tout se passe. C'est la même surface. Vous ne voyez pas la surface parce que le miroir élimine la surface. Mais c'est sur la même surface que je fixe un moment qui est en train de passer. Dans la nature, rien ne s'arrête, tout passe. Dans le miroir, il y a le phénomène de l'espace-temps qui ne permet pas à une chose de résister. Les choses qui résistent, oui, résistent, nous on résiste, mais l'action qu'on est en train de faire ne sera jamais reprise et refaite. Jamais. Jamais. Seulement ce que je fixe va rester, et alors c'est la mémoire. Mais s'il y a une mémoire dans l'univers, bon, cette mémoire peut-être va être utilisée par l'univers, mais nous, on ne la voit pas, cette mémoire. Nous, on connaît la mémoire à travers notre mémoire. C'est pour ça que nous, on parle entre nous, mais entre nous, il y a la nature, il y a l'univers. Vous dites que vous n'avez rien inventé, et en même temps, dans la lettre, vous avez des propos très durs sur un point fondamental de l'histoire de l'art. C'est-à-dire, si on prend une lecture linéaire de la modernité, sur les suiveurs, sur les copieurs, sur qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de tout ce débat sur qui a fait pour la première fois quelque chose. Est-ce que ça vous passionne? Bon, me passionne le fait que moi-même, je fais une chose qui a du succès, dans le sens que quelque chose qui est reconnu par le monde. À ce moment-là, cette chose devient, comment on dit, historiquement fixée. Mais c'est le moment de la création. Et ça existe. Mais si je le refais, parce que il devient, comment on dit,
quelque chose qui est participé, comme une religion, par exemple. La religion est une participation sur quelque chose sur lequel on veut être d'accord. On a besoin toujours d'avoir quelque chose qui nous permet de se connaître, de parler ensemble, de bouger ensemble, de travailler ensemble, de vivre ensemble. Donc la religion est fondamentale, par exemple. Donc, s'il y a quelque chose qui sort, par exemple la Vénus au chiffon. Quand j'ai fait une œuvre qui est une Vénus, c'est une Vénus nue, bien sûr, qui vient du passé. C'est pas moi qui l'ai fait. Je le prends du passé, la Vénus, qui a été refaite et refaite par des artistes. Chacun a fait sa Vénus. Hein. Moi aussi, j'ai fait des Vénus sur le tableau. J'ai fait Maria, c'était ma Vénus. Je l'ai fait nue plusieurs fois. C'est toujours, j'espère. Hein? mais la Vénus, c'est l'idée de la vénérabilité. En italien, vénéré donne origine au mot vénérare. Vénérer, c'est croire ensemble qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe là, qui nous permet de nous entendre. Ce que je trouve formidable, c'est que aujourd'hui, à travers la science, nous avons la possibilité non seulement de croire à quelque chose qu'il faut inventer, autrement on ne peut pas se parler. Donc c'est Dieu, sont les religions, sont les éléments comment dire, de raccord qu'on met là. Il faut y croire. Si on n'y croit pas en Dieu, on ne peut pas se parler, on ne peut pas monter tout le reste. Hein? C'est pour ça que la religion est fondamentale. C'est le mythe, la mythologie, c'était le mythe, la religion, tout ça. C'est comme ça que j'arrive à ce phénomène de la... Quelle était la question maintenant? C'était sur la copie, mais je croyais que à vous entendre, j'étais presque en train d'entendre une analyse de la situation politique française sur le fait de se mettre d'accord ensemble. Voilà, mais finalement, parce que vous avez l'expérience italienne. Nous continuons à avoir des guerres de religion. Mais voilà. Vous savez. Eh oui. Il y avait un monsieur qui vient de la Turquie, peut-être il est là, qui l'a acheté une œuvre de moi ici, il a dit, moi j'ai dit, mais il est collectionneur en Turquie. Et j'ai dit, mais nous, on devrait être dans le même pays, nous sommes un même pays. Pourquoi la Turquie n'est pas en Europe, l'Europe n'a pas voulu le... Parce que moi, je me rappelle très bien quand ils étaient en train de voir si la Turquie pouvait être partie de l'Europe. Hein, au début. Et tout le monde en Europe disait non, l'Europe est chrétienne. L'Europe est chrétienne. Alors, il faut que les musulmans soient des ennemis distants. Alors, on continue à quoi? Vous pensez que si en Europe, les musulmans et les chrétiens pouvaient être ensemble, la Turquie est partie d'Europe, la Russie partie de l'Europe, parce que c'est toujours de la terre, il n'y a pas de la mer ensemble. Il y a un peu de mer, oui, en Turquie, mais il y a un côté terre. Ils ont fait un pont et tout ça. Mais moi, je pense que des ponts à travers les religions sont importants. Aujourd'hui, il faut parler de ça. Et moi, je suis en train d'organiser les religions unies. United Religion. United Religion, responsibility of art. L'art doit se prendre... Et je travaille avec les grands personnages des religions pour les mettre ensemble. Et cet été, on va faire, pas cet été, l'été prochain, on va faire une grande exposition à Milan, à Monza, le Palais Royal de Monza, et moi, je vais ramasser tout ce qu'il y a de religieux dans mon travail, et je fais le parcours religieux de mon travail, et qui n'est pas d'une religion, hein, c'est le parcours sur le concept de religion,
et avec des personnages responsables des différentes religions, on va faire non plus seulement les États-Unis, mais les religions unies. Alors là, on a quitté la situation politique française, vous êtes dans la situation du moment. Mais bon, peut-être un sujet plus complexe par rapport à justement cette action permanente. Au final, c'est peut-être ça qui caractérise un artiste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne dit pas à un moment « je fais ça » ou « je fais ça ». C'est une espèce de continuum total. C'est encore pour ça. Comment vous pouvez, après ce que je dis, mettre ensemble combien d'œuvres je fais? Ce sont des millions, des milliards d'œuvres. C'est ce qui fait ce qui vont faire les éléments vivants en poursuivant cette perspective, c'est une œuvre de collaboration. Mais alors par rapport à, justement, puisqu'on est dans la foire, vous avez peut-être parcouru la foire hier ou autre, et ça a dû vous arriver de nombreuses fois au cours de votre vie artistique, quand vous voyez une œuvre d'un autre artiste, et vous vous dites, tiens, là quand même il exagère, il m'a complètement copié ou pompé, vous êtes respectueux ou vous dites, ah ben non, là... Moi, je vais toujours chercher la raison pour laquelle cette œuvre existe. Je vais toujours... Donc vous chercher la raison. Je ne peux jamais juger. Je ça ne vous intéresse jamais pas. des jugements. Je peux dire, je suis intéressé, ça me donne quelque chose que je n'avais pas pensé, ou bien je reconnais que la bonne volonté, je reconnais le fait que quelqu'un essaye de s'exprimer d'une façon qui n'est pas celle du travail quotidien. J'accepte tout. J'accepte tout. Il n'y a plus ce qui je pense, n'existe plus maintenant, sont ces mouvements qui ont été précieux dans le XXe siècle, dans des groupes de... Ce que vous dites dans la lettre, la fin des ismes. La fin des ismes, oui, c'est ça. Les ismes, sont des nécessités de quelqu'un qui prend des décisions pour pouvoir approfondir. C'est ça. En même temps, peut-être c'est la fin des ismes. On célèbre en ce moment au Centre Pompidou la fin d'un grand isme, le surréalisme, mais on l'a entendu ce matin et on le voit et on le sent dans votre travail, vous êtes aussi quelqu'un qui emporte avec vous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont avec vous. Regardez, avec la formule que j'ai faite, qui est la formule qui sort aussi de ce livre qui est la formule de la création, la formule de la création, qui est très précise et faite avec 3 cercles. Les 2 cercles extérieurs représentent tous les éléments différents qui se rencontrent dans le cercle central, qui est toujours vide, parce que s'il n'est pas vide, il ne peut pas se rencontrer, mais il n'est jamais vide parce que c'est toujours plein, parce qu'il se rencontre. Et ça, c'est la dynamique. Donc, avec ce concept que j'ai utilisé en premier avec le 3e paradis, en utilisant l'art de mettre ensemble la nature et l'artifice, hein, nature et artifice, nature d'un côté, artifice de l'autre côté, se font la bataille. Qu'est-ce qu'on fait au centre? On va essayer de trouver l'équilibre entre nature et artifice. Et ça a été très bien compris. Alors, ils sont nés les ambassades du 3e paradis. Et chaque ambassade fait son signe. Il y en a des centaines, ils sont là-bas, vous pouvez les voir. Voilà, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que au fond, c'est pas moi qui le fais. Au fond, vous avez créé le pistolettisme. Non, c'est pas. Je vais le dire différemment. Peut-être que vous n'allez pas vouloir le dire à l'Assemblée, mais je voulais avoir votre analyse sur l'exposition de la Bourse de commerce, parce qu'au fond, on rentre, on voit là, vous êtes tous ensemble, comme vous l'avez dit. Oui. Et au final, l'exposition, c'est des individualités. Voilà. Et chacun, vous avez vécu votre chemin. Oui. Voilà. Et donc, au fond, vous avez créé votre histoire. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on parlait des ismes. Je crois que
l'art pauvre est le dernier des ismes, parce qu'on arrive à la racine. On arrive à la phénoménologie de l'existence. C'est comme de mettre un seed, une semence dans la terre. La semence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle explode et fait sortir l'arbre. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas eu cette impression dans le... C'est radical. Oui, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression dans l'exposition, alors je ne sais pas si c'est vrai pour toutes les salles, mais qu'il y a eu presque 10 ismes, un pénonisme, un pistolettisme, voilà. On a l'impression que vous avez tous ouvert une voie. Si. Chacun, mais il n'y a pas une règle qui met les choses avant. C'est le système naturel de ce qui est la nature. C'est d'aller chercher la phénoménologie de fond. La nature, l'artifice et la nature qui travaillent ensemble. Vous voyez Pénone, par exemple. Normalement, un morceau de bois, il y a un bois cadré, bien coupé, et quelqu'un va sculpter un arbre. Non, il ne sculpte pas un arbre. Il va chercher l'arbre qu'il y a dans l'artificiel. Et c'est ça, c'est la phénoménologie. C'est exactement comme la recherche que j'ai faite avec le tableau miroir. C'est la phénoménologie. Je comprends. Mais donc, du coup... Il y a eu un autre mouvement en Italie, après, qui a été fait par Bonito Oliva, qui est trans-avant-garde. La trans-avant-garde, voilà. Le mot même trans-avant-garde signifie qu'il n'y a plus d'avant-garde. Mais on a vu dans Ça signifie que l'art pauvre, c'était le dernier. On a revu dans la foire Enzo, qui est réapparu dans la foire, qui était dans la trans-avant-garde, Enzo Cucchi. Non? Vous ne l'avez pas vu? Non, Lorenzo ne l'a pas vu. Ah bon, voilà. Mais maintenant, il y a des artistes ils se retrouvent pour faire des choses dans la rue, artistes de rue, il y a des artistes qui font des choses, ils se cachent pour ne pas être connus. Il y a des choses similaires. J'entends que vous ne souhaitez pas être ismisé, et tant mieux. Vous êtes pistoletto, vous n'êtes pas au pistolettisme. En revanche, aujourd'hui, il y a un grand retour du collectif aussi. Beaucoup d'artistes. Prenez l'exemple d'un prix, par exemple en France. Oui. Là, il y a le prix Ricard. Leur décision des artistes, collectivement, ça a été de dire, comme pour le Turner Prize, on ne va pas donner le prix à un, on ne veut pas séparer, on veut tous avoir le prix. Une petite partie du prix. Et ils ont dit. Et ça, c'est une tendance vraiment très contemporaine que vous avez initiée aussi avec l'Arte Povera. Ce qui est intéressant pour moi, ce n'est pas moi. C'est j'ai découvert que je suis au service. Ma formule est comme une formule faite par un mathématicien. Ce n'est pas le mathématicien que vous faites quand vous faites les calculs. Vous prenez la règle que le mathématicien a créée. Hein? Moi, j'ai mis un système qui peut être utilisé, mais c'est plus pistoletto. C'est la formule qui tu vas pas utiliser pistoletto. Tu utilises la formule. Elle vous échappe et elle vit sa vie. Mais je veux ça parce que dans le miroir, je veux m'échapper. Je suis plus seul. On est tous ensemble. C'est ça qui est la magie de votre œuvre. C'est-à-dire que vous avez... Nicolas Bourriaud parlait d'esthétique relationnelle pour des œuvres bien plus tardives, mais vous avez inventé bien avant lui. Je suis là avec tout le monde. Voilà. Mais tout ce qu'il y a là-dedans, visuellement, c'est en même temps présent ici. Et c'est nous, l'œuvre d'art. C'est nous que nous pouvons créer ce que nous voulons voir. Tous ensemble, ce n'est plus un. C'est presque une conclusion, ça, Lorenzo, non? Je ne sais pas. C'est Lorenzo, le maître des horloges, le maître du temps, c'est notre Emmanuel Macron. Moi, j'aimerais bien. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas. Comment fonctionne la conversation? J'aimerais bien savoir ta première rencontre avec l'œuvre de Ma Pistoletto. première rencontre, c'était il y a... Mais je pense que Michelangelo ne le sait pas. Quand j'étais jeune, je m'occupais un petit peu d'art dans l'espace public.
et on m'avait emmené à Vassivière. Voilà. À Vassivière. Et donc, à un moment, je marche sur un signe d'art en pierre de lave, et là je dis, mais qui est ce génie qui a créé cette forme universelle? Et on me dit Michelangelo. C'était à Vassivière. Je me suis dit, ça ne ressemble pas au Michelangelo que je connais. Mais non, Michelangelo Pistoletto. Voilà. Et avec le voilà. Et donc ça a été ma première rencontre il y a 35 ans. Et voilà. Donc c'était pas les tableaux miroirs, mais c'était. Alors j'avais dû voir des tableaux miroirs, mais la vraie rencontre au croisement des chemins, ma rencontre, j'avais vu au travers de l'île, mais c'était une rencontre au cœur de la nature pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet endroit. Vassivière, Maria, tu te rappelles? Ah, physiquement, je ne sais plus. Ouais. Tu te rappelles, hein? Ouais. C'était une belle commande. On a beaucoup travaillé là autour de Vassivière. Oui, bien sûr, pour le choix des endroits où il y avait les croisements. C'était magnifique. C'était magnifique. Et je pense que je ne les ai pas vus depuis un temps. On était jeunes. Ah ben l'avantage, vous savez, nous, les pseudo-curateurs, directeurs d'institutions, je dis toujours, on est des artistes frustrés. C'est pour ça qu'on prend la lettre et on se dit, merde, c'est encore foutu. Mais vous l'avantage, c'est que vous avez la vie éternelle. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a personne qui est inutile. Personne. Ah, ça, on espère. Parce que dans les éléments que je fixe, sont des banalités totales. Ce qui se passe est banal. Je n'exclus pas la banalité du quotidien. Mais quand même, ce n'est pas banal de savoir que quand on fait un service très simple, très pauvre, très simple, on fait quelque chose d'essentiel. Parce que sans ton service, le reste ne marcherait pas. Chacun fait quelque chose qui fait que le monde entier fonctionne. Ah ben alors là, vous me faites ma journée, parce que comme vous savez, au Centre Pompidou, je m'occupe de la photocopieuse et du papier toilette, et donc j'ai toujours pas eu ce sens du service public, mais je le comprends mieux. Moi, autant qu'artiste, je me sens au service. Voilà. Si je n'aurais pas fait ça, j'aurais fait peut-être, je ne sais pas, le cuisinier, j'aurais fait, je ne sais pas, quelqu'un qui va nettoyer. C'est ce qui nous relie. Je ne sais pas. Tout ça, c'est utile. Mais il faut avoir un esprit qui nous permet de se comprendre, de savoir que le service est fait parce que le monde fait partie de notre service. Et nous sommes partie du monde. C'est ça qui est important. Bah voilà, une belle...